La fiscalité des revenus fonciers a connu une transformation vraiment majeure. Pour tout propriétaire bailleur aujourd'hui, comprendre cette évolution, ce n'est plus une simple option. C'est devenu une véritable nécessité stratégique si l'on veut optimiser son patrimoine. Ce nouveau paysage fiscal offre une liberté qu'on n'avait pas avant, c'est vrai. Mais attention, cette liberté, elle exige de la clarté. Il s'agit en fait de savoir naviguer entre deux régimes bien distincts, chacun avec ses propres règles, ses propres conséquences. Et c'est justement en comprenant bien ces options qu'on peut vraiment optimiser sa fiscalité. Alors, voici notre feuille de route pour y voir plus clair. On va d'abord explorer ce nouveau paysage fiscal, ensuite on va détailler les deux régimes possibles, on regardera comment fonctionne le prélèvement à la source, on clarifiera les obligations du bailleur et pour finir, le plus important, comment choisir la meilleure option. On commence tout de suite. Première section, un nouveau paysage fiscal. Avant, le chemin était unique, c'était assez simple. Aujourd'hui, la loi place les propriétaires bailleurs face à un véritable carrefour fiscal. D'un côté, il y a la voie par défaut, le régime qu'on appelle commun, et de l'autre, une nouvelle voie, une option beaucoup plus stratégique qui peut vraiment, mais vraiment changer la donne. Ce qui nous amène à notre deuxième section, le choix entre ces deux fameux régimes. Pour bien comprendre, on peut imaginer le régime de droit commun comme une route de montagne. Le taux d'imposition est progressif, il monte, il descend, il dépend de l'ensemble des revenus. L'option stratégique, elle, c'est plutôt une autoroute, un taux fixe, direct et surtout totalement indépendant du reste des finances. Alors, si on entre dans le détail, le régime par défaut applique un abattement forfaitaire de 40% sur le revenu foncier brut. C'est une déduction qui est assez significative. Le piège, si on peut dire, c'est que le montant net qui reste vient s'ajouter à tous les autres revenus, comme les salaires par exemple, et c'est l'ensemble qui est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'autre voie, c'est donc l'option pour un taux de 20%. Et là, le mot-clé, c'est libératoire. Ce taux s'applique directement sur le revenu brut total, sans aucun abattement, c'est important de le noter, mais une fois qu'il est payé, il libère totalement de toute autre imposition sur ce revenu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est final. Les comptes avec l'administration fiscale sont soldés, on n'en parle plus. Ce tableau résume tout ça parfaitement, c'est ce qui est vraiment intéressant. On voit bien les différences fondamentales. D'un côté, une base imposable nette après abattement, mais un taux qui varie et qui s'ajoute au revenu global. De l'autre, une base brute, sans abattement, mais un taux fixe qui isole complètement ses revenus. Et bien sûr, l'impact sur les obligations de déclaration est un facteur clé à ne pas négliger. Attention à un point crucial, la notion de revenu brut imposable. Elle est essentielle surtout pour l'option à 20%. Ce n'est pas juste le montant du loyer, non. Il faut y ajouter toutes les dépenses qui devraient normalement incomber au propriétaire, mais qui, par contrat, sont payées par le locataire. Je pense par exemple à de grosses réparations. Un calcul très précis est donc indispensable pour éviter tout risque de redressement. Bon, maintenant qu'on a vu les deux régimes, voyons comment cet impôt est concrètement collecté. C'est notre troisième section, le prélèvement à la source. Alors, le mécanisme repose sur le locataire, mais attention, uniquement s'il s'agit d'une entreprise ou d'un professionnel. C'est lui qui est chargé de retenir l'impôt à la source. Dans le régime commun, il va appliquer un taux de 10 ou 15%, ça dépend si le loyer annuel dépasse 120 000 dirhams ou non. En revanche, si le bailleur a choisi l'option libératoire, le locataire doit appliquer le taux de 20%, et ce, quel que soit le montant du loyer. Un chiffre à retenir, c'est celui-ci, 40 000 dirhams par an. C'est un seuil crucial. Concrètement, si le revenu locatif annuel brut est inférieur à ce montant, le locataire est en principe dispensé d'effectuer la retenue à la source. C'est une mesure de simplification qui est assez notable, surtout pour les locations à plus faible rendement. Mais voilà, il y a une exception majeure à cette règle. Cette dispense de retenue sous les 40 000 dirhams, elle ne s'applique pas si le bailleur a choisi l'option du taux libératoire de 20%. Dans ce cas précis, l'impôt est dû dès le tout premier dirham et le locataire a l'obligation de le prélever. Passons à la quatrième section, et pas des moindres. Quelles sont exactement les obligations qui incombent au bailleur ? Pour activer l'option du taux libératoire, la procédure est claire et tout se fait en ligne. D'abord, il faut soumettre une demande sur la plateforme de la Direction générale des impôts. Ensuite, l'administration délivre un récépissé. Et enfin, étape cruciale, il faut remettre une copie de ce document au locataire. Cette notification est indispensable pour que le locataire sache qu'il doit appliquer le bon taux de 20%. Une des différences les plus appréciables se situe au niveau des obligations déclaratives. Le régime de droit commun, lui, impose de déposer chaque année une déclaration de revenus globale. L'option à 20%, en revanche, simplifie considérablement la gestion administrative puisqu'elle dispense le bailleur de déclarer ses revenus fonciers. C'est un gain de temps et de tranquillité. Il faut être très clair, les conséquences d'une erreur ou d'un oubli ne sont pas à prendre à la légère. Un simple défaut de déclaration peut déclencher une taxation d'office par l'administration et ça peut venir avec des pénalités vraiment sévères. Cela montre bien à quel point une gestion rigoureuse et parfaitement conforme est importante. Tout ceci nous amène logiquement à la question finale, la plus importante.
Quelle option est la bonne? La question est simple, c'est vrai. Mais la réponse, elle dépend de plein de facteurs personnels. Alors comment s'y prendre pour faire le choix le plus judicieux possible? La première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique, pas de solution miracle. La fiscalité optimale dépend entièrement de la situation financière globale de chaque propriétaire. Le niveau des autres revenus, la tranche marginale d'imposition, les objectifs patrimoniaux, tout entre en jeu. Pour prendre une décision éclairée, il y a en fait 3 piliers. Le premier, c'est la simulation. Il faut calculer ce qu'on appelle le point d'équilibre, le break-even, c'est-à-dire le moment où le taux de 20% sur le brut devient plus avantageux que le barème progressif sur le net. Le deuxième pilier, c'est l'audit des contrats de location, pour être certain que la base imposable est juste. Et enfin, le troisième, c'est la rigueur administrative, pour sécuriser son choix. Face à cette complexité, et surtout face aux enjeux financiers, il est vraiment imprudent de naviguer à vue. Réaliser des simulations précises, sécuriser son choix, tout ça, ça demande une véritable expertise. L'accompagnement par un professionnel, ce n'est pas un coût. C'est un investissement pour optimiser sa fiscalité en toute sérénité. Cette analyse vous a été présentée par le cabinet d'expertise comptable MTB Consulting. Pour toute question ou bien sûr pour un accompagnement personnalisé, n'hésitez surtout pas à les contacter.